Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bonjour et bienvenue. Je me présente, Pascal Arnaud d'XL Group, et suis ravie de vous accueillir pour ce web séminaire d'1 heure qui portera sur la mise en œuvre d'une démarche excellence opérationnelle groupe. Bonjour à tous, donc je suis Jean-Christophe Brouette d'XL Consultant. Je suis Black Belt Lean et donc je vais avoir le plaisir d'animer cette webconférence. Donc pour le confort de tous, les micros et haut-parleurs de vos ordinateurs sont coupés. Seuls les intervenants auront la parole. Vous pourrez toutefois poser vos questions tout au long de la session via le module de questions situé en bas de votre écran. Donc cette séance sera animée par Jean-Christophe Brouette, consultant senior, Black Belt Lean et Lean Six Sigma. Jean-Christophe, bienvenue et merci de ta mobilisation. Au cours de ce Avec plaisir, Pascal. Au cours de ce web séminaire d'1 heure, Jean-Christophe présentera la démarche proposée par XL pour faire monter en compétence vos collaborateurs et vous aider à structurer, déployer et piloter une démarche d'excellence opérationnelle multisite. En préambule, quelques mots sur XL Group. Créé en 1988, XL est un cabinet de conseil et formation spécialisé dans l'amélioration des performances. Depuis 25 ans, XL accompagne les entreprises dans leur démarche d'amélioration continue et place le développement des compétences en Lean, Six Sigma et Lean Six Sigma au centre de ses préoccupations. Jean-Christophe, je te passe la main pour présenter le sommaire de cette conférence. Bonne séance à tous. Merci Pascal. Donc tout d'abord, bonjour à tous et merci d'être là aussi nombreux ce matin. Donc je vais avoir le plaisir d'animer cette session d'1 heure. Je vais présenter effectivement le contenu de cette web formation dont l'objet est de parler du cadrage, de la structuration et du déploiement d'une démarche opérationnelle groupe. Voilà, donc nous allons parler dans un premier temps des enjeux, des leviers, de la feuille de route en fait, de la démarche excellence opérationnelle. Pour poser un peu le cadre de l'ensemble. Nous allons rentrer dans un deuxième temps un peu plus dans le détail des 3 phases de cette démarche. Donc tout d'abord par une phase de cadrage et d'initialisation, ensuite par des éléments de mise en œuvre et de montée en compétence d'un certain nombre de ressources clés au sein de votre groupe. Enfin, la troisième phase va consister à parler de la généralisation du déploiement de la démarche sur l'ensemble des services opérationnels et fonctionnels de l'entreprise. Nous aborderons également une phase transversale sur le pilotage et l'accompagnement du changement dans la démarche excellence opérationnelle. Et puis, j'aborderai également 1 ou 2 exemples de mise en place par rapport aux clients que nous accompagnons aujourd'hui. Voilà, et puis vous aurez évidemment l'occasion, comme le précisait Pascal, d'aborder un certain nombre de questions que j'aurai le plaisir de traiter. Voilà, donc nous allons démarrer sur le premier point, c'est-à-dire le cadrage des enjeux de cette démarche. Alors, un point qui est important à aborder, c'est qu'on doit tout d'abord connecter et aligner la démarche excellence opérationnelle sur les enjeux de l'entreprise, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour que cette démarche apporte réellement une valeur ajoutée à l'équipe de direction et à l'entreprise, que ce ne soit pas vu comme étant une boîte à outils supplémentaire que l'on va venir déployer dans l'entreprise, mais qu'elle apporte réellement des réponses à un certain nombre d'enjeux aujourd'hui qui doivent être clairement exprimés. Alors, on retrouve régulièrement ce type d'enjeux, l'amélioration de la productivité, l'amélioration de la transversalité, la volonté d'asseoir un peu plus l'écoute client, la présence du client au sein de l'entreprise, la nécessité d'accélérer les délais, la vitesse dans les flux, dans les process, d'améliorer également la qualité des prestations. Donc il peut y avoir un certain nombre d'enjeux clés qu'il est important d'aborder au préalable. Et donc la démarche excellence opérationnelle a pour vocation de prendre en compte ces enjeux et d'apporter un certain nombre de réponses clés, notamment portées par la ligne managériale. C'est un point qui est important, que nous allons développer ensuite dans la première phase de cette démarche. Voilà, donc on va vraiment caler la démarche sur des axes de compétitivité, de productivité, de sécurité, de qualité, de délai, qui sont propres effectivement à l'excellence opérationnelle et au Lean en particulier.
Alors une question qui est importante, c'est finalement, avant d'aborder les leviers d'action, c'est quoi une démarche excellence opérationnelle? Nous allons voir d'une façon très simple que c'est une démarche d'amélioration continue, globale. Globale, ça veut dire que ça va concerner autant les services opérationnels, les flux opérationnels, que les services fonctionnels, à tous les niveaux de l'entreprise, dont la finalité, finalement, est de déployer la culture d'amélioration continue au plus près du terrain, afin de prendre en compte les enjeux que nous avons abordés précédemment. Voilà, donc pour cela, on a un certain nombre de leviers d'action qui sont autant de conditions de réussite dans le cadre de votre démarche, qui est une démarche de long terme. Alors, un des premiers leviers d'action évident, c'est la capacité à mobiliser l'équipe de direction, le comité de direction autour de la démarche excellence opérationnelle. Nous allons voir que c'est un point fondamental. Ensuite, c'est de se doter d'un réseau de compétences clés autour du Lean, qui vont être chargés de relayer les enjeux, les différents chantiers, la feuille de route qui a été établie, et d'apporter un certain nombre de soutiens aux managers, aux responsables, aux sponsors de cette démarche excellence opérationnelle. L'idée aussi, c'est effectivement d'avoir des chantiers qui sont relativement rapides, hein, c'est une autre condition de réussite, chantier d'amélioration, pour qu'à partir de ces résultats, de ce premier gain rapide obtenu, on puisse capitaliser, on puisse fonctionner en effet boule de neige et que les pilotes deviennent ensuite une généralisation de la démarche sur les différents services. On l'abordera sur la deuxième et troisième phase de notre approche. Autre levier et condition de réussite fondamentale, c'est la capacité à impliquer les collaborateurs au plus près de sa démarche, donc ils sont vraiment au cœur de l'action. C'est eux qui vont s'impliquer dans les chantiers, dans l'analyse, dans les différentes solutions à mettre en œuvre. Et donc la participation à l'implication des acteurs clés de terrain va être un élément important, de même que la formation et l'accompagnement du changement vont être des éléments importants. Hein. Donc on abordera notamment dans la partie pilotage quelques leviers intéressants en matière de formation, de coaching, de communication et d'accompagnement du changement pour garantir la réussite de cette démarche au sein de l'entreprise. Voilà, donc autant de leviers que l'on va utiliser, que l'on va aborder dans les différentes phases qui touchent le facteur humain d'une façon globale, avec quelques éléments particuliers sur les compétences clés, sur le rôle des managers, sur la façon de piloter la démarche et les chantiers, avec une approche très pragmatique, simple, orientée vers la chasse au gaspillage, l'obtention de gains rapides et la capacité à dégager de la performance. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est finalement comment va-t-on s'y prendre? Quelle méthode? Est-ce qu'il y a une démarche clé en main toute prête? On n'a qu'à tourner la clé et finalement on a la réponse. On va voir qu'on a effectivement des grandes phases, mais qu'ensuite la façon de déployer peut être liée aussi à la culture de l'entreprise, à la capacité d'un président à mobiliser son comité de direction, à la capacité aussi à entraîner ses managers. Voilà, donc le rythme et le phasage précis va dépendre effectivement de la culture de l'entreprise, mais on va s'orienter vers trois phases clés que je vais donc vous présenter. Une des questions qui va être importante aussi, c'est comment gérer les résistances dans le cadre de cette démarche. Alors on a toujours des résistances, hein, quel que soit le type de démarche. À partir du moment où il y a du changement, il peut y avoir un certain nombre de craintes, et donc on verra de quelle façon lever aussi ces résistances. Voilà, donc autant de questions que l'on va traiter maintenant, avec en préambule avant de rentrer dans les phases. Un élément qui va être important, c'est que la démarche excellence opérationnelle démarre forcément par une vision globale. On doit avoir une approche groupe qui est importante, la capacité d'une équipe de direction à identifier ces enjeux, à se mobiliser autour de ces enjeux et à devenir les premiers vendeurs, entre guillemets, en tout cas les premières forces vives d'entreprise, permettant de communiquer en interne auprès de leurs équipes sur que va-t-on faire avec cette démarche, où veut-on aller, quelles sont mes priorités, et ensuite effectivement s'appuyer sur un réseau de Black Belt et de Green Belt, qui sont des compétences méthodes, chefs de projet, pour mener à bien des actions locales, des actions transversales, permettant d'apporter un certain nombre de réponses aux orientations fixées par l'équipe de direction.
Donc on a cette approche descendante qui est calée sur les enjeux, et puis on a une approche ascendante qui est évidemment la capacité à capitaliser les gains qui ont été obtenus par rapport aux différents chantiers mis en place et à effectivement alimenter les équipes managériales, les équipes de direction par rapport à ces gains. Donc on verra que la partie pilotage va être importante. Voilà, donc une approche descendante et effectivement une approche remontante permettant de donner du sens aux actions terrain et de capitaliser sur les gains. Alors, je vous parlais de 3 phases, effectivement, dans le sommaire. Je vais vous les présenter rapidement, puis on va rentrer dans chacune de ces phases-là. Donc, la première, c'est le cadrage et l'initialisation de la démarche. J'en ai parlé. C'est une phase qui va durer de 3 mois à 6 mois. Alors, ça peut paraître important, mais on va passer du temps avec la ligne managériale, avec l'équipe de direction, pour qu'il y ait une réelle appropriation autour de ces enjeux, qu'on ait bien calé la feuille de route, qu'on ait bien calé la façon de s'y prendre, le rythme, permettant ensuite de sécuriser la mise en œuvre de sa démarche. Donc, on va identifier dans cette phase les compétences clés, les sponsors, voilà, et le plan de mise en œuvre. Ce qui permettra donc de passer du coup à la deuxième phase, qui est le fait de monter en compétence les équipes, autant les équipes managériales que les équipes relais méthode, on va dire, d'enclencher les premiers chantiers, on verra ça, de participer à des diagnostics et de concevoir une boîte à outils personnalisée. La troisième phase va permettre, une fois que les compétences sont en place et que les premiers pilotes ont eu lieu, de généraliser, de déployer cette démarche sur les différentes entités, donc au travers de coaching, au travers de mise en place de projets d'amélioration et de chantiers d'amélioration dans les services fonctionnels et sur les services opérationnels. Et donc le pilotage qui est transversal tout au long de cette démarche-là va permettre de communiquer, d'apporter des éléments de formation et de coaching aux étapes clés de cette démarche. Alors qui est sur du long terme, puisqu'on le voit là dans le schéma, on est à peu près sur une appropriation culturelle à 2 ans, 3 ans, pour que ça descende effectivement sur le terrain. Voilà, donc je vous propose maintenant de rentrer dans la première phase de cette démarche, qui est le cadrage et l'initialisation, et de voir donc comment on entraîne un comité de direction dans cette démarche excellence opérationnelle. Donc, quelques objectifs clés sur cette phase. Le premier objectif, c'est d'aligner le CODIR, d'aligner l'équipe de direction sur les orientations de la démarche. Que veut-on faire avec cette démarche excellence opérationnelle, cette démarche d'amélioration continue? Ça, c'est le premier point. Le deuxième objectif, c'est de structurer la démarche. C'est-à-dire, c'est d'avoir une vision claire de la feuille de route à 3 ans, synthétique évidemment. On n'est pas sur encore l'identification de chantiers de projets précis, mais le phasage, les grandes phases et le rythme de la démarche, on va l'établir dans une feuille de route qui va permettre aussi d'identifier les pilotes, les compétences clés, les sponsors, permettant de déployer ensuite dans la deuxième phase. Voilà, donc les objectifs sont clairs, c'est préparer le lancement qui va être ensuite activé dans la phase 2. On va regarder maintenant dans cette phase les éléments de contenu. Alors, le premier point va consister à cadrer les orientations stratégiques de la démarche. Donc ça peut venir du président qui effectivement souhaite au sein de son groupe lancer une telle démarche. Ça peut venir aussi d'actionnaires ou de groupes américains par exemple qui veulent que la filiale française multisite s'engage dans cette démarche excellence opérationnelle. Donc on peut avoir des leviers internes, mais aussi on peut avoir tout à fait des leviers externes. Il y a la pression concurrentielle, la pression des clients aussi, et puis les autres entreprises du même secteur qui ont engagé de telles démarches et qui poussent l'entreprise effectivement à aller sur une approche de cette nature-là. Donc l'idée, c'est effectivement de partager avec tout d'abord chaque membre de l'équipe de direction. Et moi, je privilégie des entretiens individuels avant un séminaire collectif pour échanger avec les différents cadres stratégiques de l'entreprise sur leurs priorités, leurs problématiques, leur compréhension actuelle du lean et de l'excellence opérationnelle, et de sortir avec déjà des premiers échanges sur mes enjeux propres à ma direction, ma vision du lean
et ce que j'attends d'un séminaire collectif sur ce sujet. Voilà, donc c'est des entretiens préalables, ça permet de recueillir de l'information et d'avoir le contenu d'un séminaire qui soit bien adapté aux problématiques de l'entreprise. Et lors de ce séminaire commun, alors qui peut durer une journée, un jour et demi, 2 jours, hein, ça peut être réparti aussi sur 10 jours, hein, c'est un jour et demi de séminaire, ça peut être des sessions de 3 à 4 heures. Hein. L'idée et l'objectif de ces séminaires, ça va être de partager ensemble une vision commune et des problématiques individuelles, en faire des axes de travail communs. Alors, ça, c'est un des objectifs du séminaire. Le deuxième objectif, c'est effectivement de se sensibiliser, de se former au lean et à l'excellence opérationnelle et de s'approprier les différents enjeux, les différents outils clés qui vont être utilisés. Et là, clairement, on peut avoir des jeux de rôle, des simulations de flux et faire travailler l'équipe de direction sur la compréhension de ce que peut apporter opérationnellement une démarche Lean. Donc, à ce niveau-là, les expériences qu'on a déjà mises en place par rapport à certains comités de direction ont été extrêmement révélateurs et on crée de l'adhésion et de l'appétence de ces comités de direction pour la suite. Voilà, donc c'est un point qui est important, ce lancement de départ. Alors on peut aussi fonctionner avec du benchmark, on peut aller avec les équipes de direction visiter une entreprise extérieure ou faire appel à des témoins extérieurs qui vont apporter leur expérience dans le cadre du déploiement de la démarche excellence opérationnelle. Donc ça peut être tout à fait aussi éclairant pour motiver et mobiliser un codir autour de ça. Donc on sort de là avec une feuille de route, la compréhension des enjeux du Lean pour l'entreprise, et puis effectivement la connaissance de ce qu'est le Lean et de ce que ça peut nous emporter. Voilà. Jean-Christophe, excuse-moi d'intervenir. Oui. Il semblerait que les slides tournent en boucle. Donc c'est assez étonnant puisque nous, à l'écran, nous voyons bien le slide numéro 15. Oui, absolument. Donc je ne sais pas, il y a Ludovic qui nous signale que les slides tournent en boucle et qu'aujourd'hui nous sommes au slide 35. Ah non, d'autres personnes me disent que non. Alors écoutez, on va surveiller. Je te propose de reprendre. Oui, alors c'est peut-être effectivement un problème ponctuel sur un des ordinateurs. Alors s'il est généralisé, on va essayer d'aborder une solution. Donc effectivement, je vais reprendre. Voilà, je t'en prie. Voilà, donc on a été au comité de direction et effectivement, à la suite de ce comité de direction, le point qui est important, c'est d'identifier les relais hiérarchiques de la démarche. En général, on est sur les N-1 de l'équipe de direction qui peuvent représenter 40 à 50 personnes, dont le but est d'être vraiment les responsables de la mise en place de la démarche au sein de leur direction. Donc on peut avoir l'adjoint du DRH qui lui est membre du COMEX ou du CODIR, on peut avoir l'adjoint du DAF, l'adjoint de la direction de la production, etc., qui sont donc les N-1 et les relais managériaux permettant de porter à leur niveau la feuille de route et les 10-15 chantiers clés qu'ils devront mener sur une période donnée et entraîner les équipes et avoir une autonomie en termes de leadership par rapport à leur entité. Le directeur étant celui qui va effectivement fixer le cadre, le sponsor étant le responsable qui va être chargé de mener à bien les chantiers, en tout cas avec un appui, on va le voir, de Black Belt et de Green Belt. Voilà, donc c'est un point qui est important. On descend sur la ligne hiérarchique au niveau des sponsors. Et puis là encore, on va faire des séminaires, enfin un séminaire d'une journée. On va le voir juste après, mais le point de départ, ça va être d'identifier ces sponsors-là, de les rencontrer et de leur expliquer ce qui est sorti du comité de direction. Voilà, donc l'identification des ressources managériales au niveau des sponsors, mais également l'identification du réseau de Black Belt, de Green Belt. Donc ce sont des chefs de projet qui vont être chargés au sein d'une direction de façon un peu globale en termes de pilotage des projets, mais également au sein des différents services. Et là, on descend sur des niveaux de Green Belt, des chefs de projet sur des projets relativement plus restreints.
l'identification de ce réseau de compétences avec la direction des ressources humaines. Ce qui va être important à ce niveau-là, c'est de caler cette identification et la mise en place de ce réseau dans le cadre de process RH, d'identification, de sélection, de recrutement interne de telles compétences, permettant de valoriser également les équipes et les collaborateurs pour les faire monter en compétences. Voilà, donc ça c'est un point qui est important. On a des lettres de cadrage, on a des lettres de mission, on a un process d'intégration de ces personnes-là qui va permettre de donner du sens, de légitimer, donner du poids à ce type de responsabilité au sein de l'entreprise. Donc, notamment, je vous ai mis un exemple de parcours d'intégration, alors qui sont identifiés avant les formations du réseau, mais qui permettent de donner de la visibilité et d'informer les futurs chefs de projet, les futurs pilotes Lean Six Sigma, de leur parcours d'intégration. Alors, ça peut commencer par une journée commune, avec donc des formations dont on va détailler la suite dans la phase 2, leur participation à des diagnostics et à des chantiers pilotes dans le cadre de la formation, et puis le fait qu'ils soient porteurs eux-mêmes de la réalisation et de l'animation d'un certain nombre de chantiers dans le cadre de cette démarche au sein de leur direction. Voilà, donc on verra également qu'il y a une partie animation du réseau de Black Belt et de Green Belt qui est importante pour créer cette dynamique-là, pour capitaliser les gains, pour mutualiser également les bonnes pratiques et les résultats obtenus, et ça on le verra plutôt dans la partie pilotage, accompagnement du changement. Voilà, donc la phase 1 en synthèse, on a travaillé avec l'équipe de direction sur leurs enjeux, le cadrage de la démarche, la feuille de route à 3 ans, le repérage des sponsors responsables et des compétences méthodes. Et ensuite, effectivement, on va monter en compétences ces personnes qui ont été identifiées. On va enclencher des premiers diagnostics et des premiers pilotes en termes de chantier dans la deuxième phase. C'est ce que je me propose d'aborder maintenant avec vous. Donc l'objectif de la deuxième phase, qui est la mise en œuvre réellement, c'est de positionner les sponsors dans leurs fonctions. C'est de les former, c'est de leur faire sortir un certain nombre de chantiers d'amélioration par rapport aux problématiques de leur direction, et c'est qu'ils aient un rôle actif en termes de leadership, de communication active dans cette démarche. Voilà, donc on va également former les compétences clés, les chefs de projet amélioration continue. On va également travailler avec eux, et c'est un point qui est important, sur la personnalisation d'une boîte à outils, permettant ensuite d'être utilisable sur l'ensemble des directions. Donc cette boîte à outils on va le voir, va contenir un certain nombre d'outils classiques du Lean, mais adaptés, du Lean Six Sigma, et puis des standards de production qui vont être ensuite généralisés. Et ça va être construit à partir des résultats des premiers pilotes, des premiers chantiers qui vont être mis en œuvre dans cette phase. Donc l'idée, c'est de standardiser cette démarche d'excellence opérationnelle pour faciliter ensuite le déploiement dans la phase 3 par les sponsors et le réseau amélioration continue. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail, donc sur la formation des sponsors, c'est à ce moment-là qu'on le fait. On est à peu près à 6 mois, 4-5 mois du démarrage de la démarche. Donc on a des groupes de 10, 15 sponsors. Ça représente à peu près 50-60 personnes pour un groupe de 2000, 3000 personnes. Donc ce sont les N-1 du comité de direction. Alors là, l'idée, c'est pareil, c'est de les former, c'est de les sensibiliser, sans forcément rentrer trop dans le détail des outils, puisque leur fonction, ça va être plutôt d'être les porteurs managériaux de la démarche. Voilà. Mais on est sur du sur-mesure, on est sur de la mise en main de la feuille de route auprès des sponsors, sur leur rôle, quel va être leur rôle clairement à jouer dans cette démarche. Et puis effectivement travailler sur, avec eux, la validation des Black Belt et Green Belt qui ont été identifiés préalablement. Voilà, donc ça va être important pour réellement donner la capacité à la démarche ensuite d'être portée managériellement, qui est, on le répète, une des conditions essentielles.
Voilà. Ensuite, pour les managers, on va descendre, mais un petit peu plus tard dans la démarche, cette sensibilisation et cette formation, puisque tout le monde à son niveau va être formé. Et puis, on a des modules de formation, de sensibilisation de l'ensemble des équipes qui vont être progressivement mis en place, mais par rapport au rythme de déploiement. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs sans qu'il y ait eu, au préalable, un cadrage des sponsors, un cadrage de la feuille de route et des premiers chantiers qui ont été identifiés et qui commencent à être mis en place. Il faut aussi entraîner par l'exemple et par les premières réussites. Voilà, donc cette formation de sponsor qui dure en général une journée. Alors après, on a classiquement des séminaires de managers dans les entreprises. Hein. Donc l'idée aussi, c'est que dans les séminaires de management, qui peuvent durer 2 jours, 3 jours, hein, qui sont en général annuels, on travaille sur la démarche excellence opérationnelle, on ait des exercices, on ait des jeux, on ait des éléments d'appropriation pour bien comprendre le cadre stratégique de cette démarche. Donc formation des sponsors et des managers, et ensuite dans cette phase, hein, donc on rentre dans la formation des black belts tout d'abord. Hein. L'idée, c'est de faire des formations au sein de l'entreprise, qui soient personnalisées, qui soient également modulaires et séquencées, sur des séquences de 3 jours, hein, par exemple, et qu'on ait effectivement un laps de temps entre les différentes sessions de formation permettant aux black belts de mettre en place l'application des outils et des méthodes qui ont été vus en formation. Et notamment, on le verra, c'est le fait de participer à des diagnostics pilotes, notamment avec une équipe ou un coordonnateur consultant d'XL, hein, et les personnes en formation, les black belts, vont réellement mettre en application avec le consultant d'XL les outils de diagnostic sur le pilote qui a été identifié dans le cadre de la feuille de route. Voilà, de même qu'ils vont mener dans le cadre de la formation des chantiers pilotes au sein de leur direction à partir des outils vus en formation. Donc c'est important parce que ça permet de passer rapidement à l'action et d'avoir un accompagnement de ces pilotes via cette formation et ce coaching réalisé notamment par Excel Consultant. L'objectif est de rendre autonomes rapidement les équipes pour qu'ensuite elles déploient de leur côté les chantiers et donc au sein de leur direction. Là, on est sur des chantiers pilotes. Voilà, je ne rentre pas dans le détail du contenu des modules, hein, mais effectivement, l'idée, c'est la mise en main, le passage à l'action rapide. Voilà, sur la partie Lean, mais on peut aussi avoir des problématiques autour du Lean Six Sigma. Donc, on peut avoir des chefs de projet Lean et des chefs de projet Six Sigma ou Lean Six Sigma en fonction des différentes problématiques que l'on rencontre dans l'entreprise. Et ça, on l'aura identifié préalablement dans le cadre de la feuille de route. Donc, c'est une formation qui répond à des besoins et à des enjeux. Ça, c'est un point qui est important. On ne déroule pas une formation sans que derrière, il y ait une capacité à mettre en place rapidement les outils et méthodes qui ont été abordés. Donc, les formations Green Belt en Six Sigma durent 8 jours sur des modules de 2 fois 4 jours. Si on est sur du Black Belt Clean Six Sigma dans une entreprise de service, on rajoute 4 jours. Et si on est sur du Black Belt Lean Six Sigma en entreprise industrielle, on rajoute 8 jours de formation aux 4 jours de formation pour les Green Belt. Voilà, la complexité des projets fait qu'à un moment donné, on peut être soit Green Belt, soit Black Belt. Et l'idée, c'est d'avoir au moins un Black Belt au niveau d'un département. Donc, si on a 10 départements, on a 10 Black Belt, et d'avoir 3 à 4 Green Belt en fonction des différents services hein, au sein de nos départements qui vont déployer à leur niveau, avec le pilotage et le cadrage du Black Belt, les chantiers d'amélioration. Voilà, donc on a cette logique de formation-action. Un petit zoom sur l'accompagnement lors des diagnostics pilotes, hein, j'en parlais, je vais passer rapidement, hein, mais clairement, ils sont sur le terrain. On a identifié un site pilote qui peut être, par exemple, un centre d'appel téléphonique ou une agence de production, voilà. Et donc, on y va avec les personnes en formation et le consultant, et on fait le diagnostic. C'est extrêmement important parce qu'en fait, ils se rendent compte sur le terrain de la réalité, de la situation, et l'application est extrêmement productive pour les black belts. Voilà, donc on utilise des outils d'analyse de flux, des outils d'observation, on réalise des entretiens, on identifie
au travers de ce diagnostic, une feuille de route avec des chantiers opérationnels relativement précis, puisque le site qui a fait l'objet du diagnostic va être évidemment le site pilote ou le service pilote pour le déploiement de chantiers ensuite qui vont servir à faire un retour d'expérience permettant le déploiement dans la phase et la généralisation dans la phase 3. Voilà, donc c'est un diagnostic également participatif, non seulement avec l'équipe Black Belt, mais avec les acteurs du terrain, puisqu'on aura eu une communication évidemment importante préalable au sein du site pour aligner les acteurs terrain sur ce qu'on veut faire avec cette démarche excellence opérationnelle. Et donc on aura eu déjà un plan de communication, j'en parlerai tout à l'heure, qui aura été mené, permettant d'aligner, on va dire, les équipes sur ce que l'on veut faire, là où on veut aller, et le contenu de cette démarche. Voilà, donc participation des Black Belts au diagnostic et participation des Black Belts au chantier pilote, puisque la formation va jalonner la démarche, le déploiement de la démarche dans cette phase de mise en œuvre. Et donc là, effectivement, chaque Black Belt est porteur d'un chantier pilote, coaché par le formateur. Et l'idée, effectivement, c'est de mettre en application clairement sur des chantiers à gain rapide les différents outils qui auront été vus en formation et de capitaliser sur ces gains. On va le voir, ça va permettre de construire cette boîte à outils partagée. Donc, ils sont dans l'action rapidement. Alors, effectivement, une fois que les 10-15 chantiers pilotes identifiés lors du diagnostic ont pu être mis en place, alors pas forcément sur la totalité des chantiers pilotes, mais sur au moins quelques-uns, on commence à élaborer une boîte à outils permettant de standardiser les outils personnalisés qui seront ensuite portés sur l'ensemble de l'entreprise, sur l'ensemble des services, par les Green Belt et effectivement, pourquoi pas les animateurs terrain que peuvent être les Yellow Belt. Voilà, donc on a là-dedans des boîtes à outils sur des outils du Lean et du Lean Six Sigma, et puis sur des standards de production, c'est-à-dire des bonnes pratiques de production qui ont été identifiées et repérées lors des chantiers pilotes. C'est important parce que ça va permettre également de donner une certaine appropriation et personnalisation à cette démarche avec des outils packagés aux couleurs de l'entreprise et certaines fois personnalisés dans leur contenu. Voilà, donc cette boîte à outils est réalisée par les Black Belt et une fois qu'on a formé, réalisé les diagnostics, réalisé les premiers chantiers pilotes et packagé cette fameuse boîte à outils, on a les éléments nécessaires, les ressources et les compétences clés permettant de déployer et de généraliser cette démarche. Donc c'est la troisième phase que je me permets d'aborder maintenant, que je me propose d'aborder maintenant. Donc on se situe à peu près à 10 mois du premier lancement, du premier comité de direction sur cette thématique. Donc l'idée, effectivement, c'est de généraliser les chantiers Lean, Lean Six Sigma sur l'ensemble des directions, alors un rythme qui va être préalablement défini, et du coup d'adopter, de personnaliser une feuille de route par direction avec des gains attendus et qui vont ensuite être mesurés, on le verra de quelle façon. Voilà, donc développer les chantiers Lean. L'objectif également, c'est de coacher ces chantiers. Alors dans cette phase-là, vous êtes clairement autonome dans le déploiement de cette démarche, puisque les compétences sont installées, les formations des Black Belt ont eu lieu, et on a même des groupes que l'on accompagne, où les formations des Green Belt sont réalisées par les Black Belt. Donc le consultant, XL consultant, n'intervient pas, à part sur la partie conception des modules de formation pour les Green Belt, mais n'intervient pas dans la formation du réseau projet à l'intérieur des différents départements. L'idée, c'est effectivement d'installer la culture d'amélioration continue sur le terrain, de mener des chantiers, de faire du coaching de chantier, mais également du coaching managérial. Et on va voir que c'est un point qui est important, parce que là, on descend sur les rituels de management et les pratiques managériales autour de la performance terrain. Voilà, on va rentrer un peu plus sur ces différents points. Alors, donc, le coaching des chantiers qui sont déployés par les Black Belt et les Green Belt. Donc, on a une feuille de route qui contient à peu près une dizaine de chantiers à mener sur 12 mois,
Donc là, on se projette effectivement sur l'année à venir à un rythme effectivement qui est fixé, validé par le sponsor et le directeur du département. Donc ça veut dire que les chantiers vont être cadrés, on a une charte des différents chantiers, on a les black belts qui accompagnent les green belts, et puis on peut avoir éventuellement appel à du consulting, hein, si on veut coacher certains chantiers complexes, parce qu'on a un certain nombre de difficultés, notamment sur des chantiers transverses interdépartements, mais ça va rester assez minime par rapport au déploiement de cette partie. Alors ce qui va être important, c'est qu'il va y avoir des points d'étape, évidemment, pour piloter ces feuilles de route, et là c'est de la responsabilité du black belt avec le sponsor, faire des points d'étape sur l'avancement, les difficultés, les risques, mais également capitaliser au fur et à mesure de l'avancement des chantiers sur les bonnes pratiques, les gains obtenus, et de transmettre cette information au sein du département, mais également interdépartement, dans le cadre d'une animation du réseau des black belts. On le verra dans le pilotage général. Voilà, on a aussi du coaching de sponsors, où quelquefois on peut avoir quelques difficultés à se mettre en route pour certains sponsors, on va dire, et donc le rôle du black belt, du consultant, si la difficulté est importante, ça va être aussi de coacher, d'encadrer, d'accompagner les sponsors dans leur rôle managérial, dans le rôle de validation des chantiers, des gains, et le fait d'intégrer ça dans les pratiques managériales et la culture entreprise. Voilà, donc on en arrive au coaching managérial. L'idée, effectivement, c'est un axe important de cette démarche, hein, au-delà des chantiers ou des projets avec un début, une fin, des gains qu'on va capitaliser, etc. On a aussi cette culture de l'amélioration continue à déployer et à mettre en place progressivement. Donc là, on va toucher le comportement des managers, les rituels de management qui vont être mis en place autour du pilotage de la performance. Et l'objectif, ça va être pour les managers, hein, à tous leurs niveaux, à tous les niveaux, de garantir la performance des flux au quotidien, en termes de sécurité, de qualité, de délai et de coût. Donc ça va passer par l'installation d'indicateurs physiques de performance, des mesures terrain, l'animation des équipes par les managers autour de tableaux de bord visuels, permettant régulièrement, chaque jour, de faire des réunions 5 minutes de cadrage de l'activité, de cadrage des flux, de traiter les dysfonctionnements en temps réel pour éviter qu'il y ait une ampleur plus importante donnée à ces dysfonctionnements, et clairement donner la capacité aux managers d'être en quelque sorte le pilote de leur activité et la capacité à animer et entraîner les équipes. Alors c'est extrêmement intéressant parce qu'au-delà des chantiers, on a aussi des pratiques managériales sur lesquelles on va travailler et on va redonner du sens à l'action managériale qui souvent, on peut le constater nous de notre côté, est un peu perdu puisque les managers, en faisant des études de poste de supervision active, hein, ou de superviseur, on se rend compte qu'on passe pas mal de temps à faire l'administratif, à aller en réunion, à faire du reporting, et peu de temps avec les équipes, à piloter la performance et à animer les équipes. Donc le but de ce coaching, c'est effectivement de travailler pratiquement sur l'ancrage managérial et le pilotage de la performance aux différents niveaux de pilotage, hein, puisqu'on n'est pas uniquement sur le terrain, mais on va aussi faire en sorte que les réunions de pilotage s'enclenchent pour apporter des réponses rapides à des problématiques terrain. Voilà, donc on parle de supervision active ou d'animation à intervalles courts permettant de mettre en place des rituels de management avec les équipes aux différents niveaux managériaux de l'entreprise. Alors c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps, hein, on est dans une phase de déploiement, et cette phase-là peut prendre en elle-même, hein, sur l'installation de pratiques managériales, peut prendre 6 mois, voire 1 an, avant que ça touche l'ensemble des services aux différents niveaux de l'entreprise. Mais c'est fondamental pour passer d'un mode projet à un mode pérenne. Et c'est bien pour ça que c'est dans cette phase 3 de déploiement de généralisation. Voilà, donc on va passer par des actions de sensibilisation, de formation de la ligne managériale, par la définition du dispositif de pilotage, par le calage des indicateurs clés de performance et par les dispositifs d'animation locale avec les équipes, basés beaucoup sur du management visuel et de l'efficacité dans la réunion d'animation. Voilà, donc cette
partie-là est importante, coaching managérial, coaching des équipes, coaching des projets également dans cette phase de généralisation. Mais vous êtes de plus en plus autonome et en général, XL intervient uniquement sur la partie pilotage d'ensemble de cette démarche qui va être essentielle et qui commence dès le début d'ailleurs, et avec des phases clés de pilotage tout au long de l'avancée de la démarche. Je vous propose maintenant de rentrer dans cette phase transversale de pilotage de la démarche et d'accompagnement du changement. Alors, donc effectivement, l'objectif de cette phase transversale, puisqu'elle démarre dès le début, c'est déjà d'installer un comité de pilotage. Alors, pourquoi un comité de pilotage? Comme c'est une démarche, il va être nécessaire aussi de suivre l'atteinte des objectifs, de suivre le rythme d'avancement, les difficultés, et de communiquer et de packager la démarche. Et ça va être une émission de ce comité de pilotage. L'idée également, c'est de créer avec ce comité une plateforme un peu d'échange et de capitalisation des informations permettant de démultiplier, selon les phases de la démarche, les réussites et les succès au sein de l'entreprise. Donc on est sur un poste de pilotage avec les Black Belts, mais également avec des représentants de sponsors des différents départements, permettant de valider, d'orienter les aspects de la démarche, de suivre l'avancement et des gains obtenus. On va le voir juste après. Alors l'idée aussi, je l'ai abordé rapidement, c'est de concevoir des supports de communication, alors qui vont être soit dans des outils de communication institutionnelle comme des journaux internes, mais également des supports de communication spécifiques, ça peut être l'affichage, ça peut être une dizaine de slides sur quelle est notre démarche, où on veut aller, les étapes clés, etc., permettant de faire passer des messages aux différents niveaux d'entreprise. Et ça peut être également l'occasion de donner un nom, de packager la démarche avec un nom personnalisé, et puis un certain nombre de valeurs et d'état d'esprit portés par cette démarche-là. Voilà, l'idée aussi, c'est de valider les feuilles de route au fur et à mesure. C'est un des objectifs de ce comité de pilotage, ou en tout cas de cette phase de pilotage, c'est de valider les différents chantiers, de suivre les gains obtenus. On va voir que ça va être important à ce niveau-là, et d'animer le réseau des Black Belts. Voilà, donc on va rentrer un peu plus dans le détail de cette phase, donc notamment ce fameux comité de pilotage. Donc il intervient, l'installation du comité intervient après les séminaires de sensibilisation de l'équipe de direction et la sensibilisation des sponsors, où là on va rentrer vraiment dans une phase de pilotage de la démarche. Donc quand on a repéré les Black Belts finalement, et qu'on commence les formations, on installe le comité de pilotage. Voilà, l'idée c'est qu'il soit là comme vigilance, comme validation, comme orientation, comme acteur de l'orientation de cette démarche. On a des ordres du jour définis, il se réunit dans les premières phases, dans les premiers mois de la démarche, on va dire tous les 15 jours, et puis après ça peut être effectivement mensuellement, et puis ça peut être aussi du trimestre, quand on est sur 1 an, 18 mois d'avancement de la démarche. Donc le rythme est aussi évidemment adapté en fonction de la taille de l'entreprise et des contraintes internes. Voilà, donc la phase de communication, donc l'idée est importante puisque la communication participe à l'accompagnement du changement. L'idée qu'il y a derrière, c'est de faire un peu d'émulation, c'est aussi de packager la démarche, c'est de donner un nom. Donc on peut trouver des noms d'entreprises, de démarches d'excellence opérationnelle dans les entreprises, des démarches top, par exemple, transformation, optimisation de processus, des démarches MOVE, des démarches performance attitude, etc. Donc des appellations spécifiques, mais qui permettent de fédérer l'entreprise et les équipes autour de ce nom du nom de cette démarche. Voilà, on va aussi concevoir des supports de sensibilisation. Donc là, l'idée, c'est de travailler également avec la direction de la communication, puisqu'on a généralement des DIRCOM dans les groupes, pour créer les meilleurs supports, les plus adaptés, permettant de faire passer un certain nombre de messages tout au long de la démarche, et d'avoir également des répertoires partagés, des intranets sur lesquels on va capitaliser et passer de l'information régulière sur les phases clés. On a un vrai plan de communication à concevoir avec la direction de la communication.
qui va être suivi par ce comité de pilotage. Et puis on peut faire des formations spécifiques également à l'accompagnement du changement, si on a de fortes résistances, où on va effectivement mettre en main quelques leviers importants de l'accompagnement du changement. Donc comment communiquer, comment faire passer des messages, comment entraîner ces équipes dans des changements, dans des projets d'amélioration. Voilà, on peut mettre en place un dispositif de formation spécifique sur l'accompagnement du changement dans les démarches Lean, dont le profil est plutôt des managers qui vont participer à ce type de formation. Alors c'est effectivement à activer en cas de problématique spécifique sur cette thématique. Donc dans cette phase de pilotage, on va également au fur et à mesure identifier les chantiers et on va s'assurer que le pipe des chantiers et des projets est actif et dynamique. C'est un point qui est important. Le risque, c'est à un moment donné qu'on s'essouffle sur les chantiers et les projets et qu'on arrive au bout d'un an, on va dire, et de la mise en place d'une première feuille de route avec des chantiers qui soient terminés sans savoir de relais derrière et d'autres chantiers d'amélioration qui vont créer cette dynamique. Donc le but de ce pilotage, c'est aussi de s'assurer que la feuille de route est bien actualisée et qu'on a un pipe, entre guillemets, de chantier de projet qui donne de la visibilité à moyen terme et à long terme pour chacune des directions. Voilà, donc ça va être important. Donc on a des critères d'identification et de validation des chantiers en amont, mais également des critères permettant de valider les gains obtenus. Et donc ça va être effectivement la suite de ce pilotage. C'est progressivement de capitaliser et de suivre les gains financiers des chantiers et des projets. Donc ça va être important d'avoir des modèles de calcul de gains obtenus. Alors ce n'est pas forcément uniquement de gains financiers, ça peut l'être, mais évidemment on a aussi des gains en termes de surface, en termes de temps, de capacité de production qui ont été dégagés, de temps qui ont été également dégagés, parce qu'on a chassé les gaspillages, on a supprimé les non-valeurs ajoutées, on a optimisé les process, on a réduit la variabilité avec les chantiers des projets. Voilà, donc le message clé, c'est l'importance dans cette phase de pilotage de suivre les gains, de capitaliser et de faire un reporting régulier au comité de direction qui vont effectivement être très sensibilisés sur les gains qui ont été générés par les différents chantiers. Donc, et c'est là où les sponsors ont un rôle clé et où des différents directeurs de chaque département ont un rôle clé, c'est de faire de remontée d'informations dans le cadre de leur comité de direction pour évaluer l'avancement et les progrès et les gains obtenus dans le cadre de la démarche au sein de leurs différents départements. Alors dans ce pilotage, le responsable groupe de l'excellence opérationnelle a également un rôle clé, puisque c'est lui qui va coordonner les black belts, notamment, et qui va régulièrement monter en comité de direction pour faire des points d'avancement. C'est également le responsable excellence opérationnelle groupe qui va animer les comités de pilotage et animer les réunions du réseau des black belts, où on a effectivement des points d'avancement réguliers avec les black belts. Donc là, on est clairement dans l'animation de réseau transverse et les différents points abordés, c'est évidemment l'avancement des chantiers, les problématiques spécifiques que rencontre chacun des black belts, les gains obtenus, partager les méthodes, partager les difficultés, etc. Donc on a aussi à maintenir cette dynamique à l'interne du réseau de black belt qui ensuite vont animer leur green belt, mais pour s'assurer que tout le monde est aussi bien aligné, bien occupé, et pas à 5% de leur temps, alors qu'il était prévu à peu près 50% de leur temps à consacrer à l'animation du chantier, au pilotage de la démarche. Voilà, s'assurer que les compétences clés jouent bien leur rôle, et c'est le rôle du responsable excellence opérationnelle groupe dans le cadre de ces réunions du réseau. Voilà, autre point là, que l'on va aborder, une fois que les différentes phases ont été traitées, donc je les répète rapidement. Première phase de cadrage, deuxième phase de mise en œuvre avec la montée en compétences, troisième phase de déploiement et de généralisation, où là vous êtes clairement en autonomie par rapport au déploiement de la culture d'amélioration continue. On a une phase transverse. Maintenant, ce que je me propose d'aborder, c'est un exemple de mise en place d'une démarche excellence opérationnelle groupe.
Alors au travers d'une entreprise que certains connaissent tous en tant qu'utilisateurs probablement, qui est Chronopost. Hein. Donc je ne vais pas trahir de secret de fabrique, mais c'est une entreprise qui a enclenché une démarche excellence il y a plusieurs mois de ça, hein, un an maintenant, un peu plus d'un an. Et la volonté est venue du président de Chronopost qui a affiché clairement ses enjeux. On le voit hein, ici, les enjeux étaient les suivants. Hein, donc la volonté de créer plus de transversalité et de supprimer la complexité, ou en tout cas de réduire la complexité dans les process. Donc ça, c'était un point qui était important par rapport à l'augmentation du volume d'activité, l'augmentation de la production, cette volonté de simplifier les process et de les structurer par rapport au contexte extérieur qui est en train d'évoluer. L'autre volonté, c'était de donner du sens au management de terrain et de centrer les managers sur la culture de la performance, la culture du pilotage et la capacité à analyser et évaluer leurs résultats et leurs flux. Voilà, l'idée c'est aussi, au-delà de la simplification, c'est de créer un peu de la transversalité hein, dans les différentes structures. C'est souvent le cas dans les groupes, en fait, hein, où on a un fonctionnement un peu siloté, on va dire, par silo. Et l'idée de cette démarche, en tout cas la motivation du président de Chronopost, c'était de créer de la transversalité au sein des différentes structures. Et puis c'est de redonner du sens, ou en tout cas de renforcer l'écoute du client, qui est évidemment en place, mais qui demande toujours à être renforcée, l'écoute du client et la compréhension des exigences du client aux différents niveaux de l'entreprise. Voilà, alors évidemment d'autres intégrateurs ou d'autres confrères de Chronopost s'engagent aussi dans cette démarche. Donc voilà les motivations du président de Chronopost qui ont été partagées, échangées avec le comité de direction et qui ont fait l'objet hein, d'une feuille de route à court terme, moyen terme et long terme, permettant de répondre à ces enjeux. Donc la démarche chez Chronopost s'inscrit dans un projet global d'entreprise qui comprend plusieurs volets et dont notamment cette démarche-ci. Alors il y a eu un travail extrêmement intéressant et important fait en matière de packaging de la démarche. Hein. Alors c'est la démarche TOP, hein, transformation et optimisation de process. On a effectivement identifié des sponsors, une cinquantaine de sponsors, un réseau de Black Belt, qui sont appuyés par un réseau de Green Belt. Il y a eu un dispositif de communication personnalisé qui a été mis en place, des communications mensuelles dans le journal interne, des vidéos qui ont été prises sur les chantiers pilotes. Voilà, donc il y a eu un vrai effort de packaging, d'acculturation et de vulgarisation, entre guillemets, hein, de la démarche excellence opérationnelle. D'ailleurs, on ne parle pas de Lean, on ne parle pas d'excellence opérationnelle, on parle d'amélioration continue, d'optimisation, de processus, etc. etc. Hein, donc le niveau de personnalisation a été important et c'est une démarche qui aujourd'hui fonctionne extrêmement bien. Voilà, une boîte à outils a été construite par les Black Belt et permet actuellement d'être déployée sur l'ensemble des départements via les formations d'un réseau de Green Belt. Voilà, donc l'exemple de la structure de la boîte à outils chez Chronopost. On a 3 familles d'outils en quelque sorte. Hein. On a des méthodes et des outils qui sont plutôt sur les principes et sur la culture. Hein, donc on appelle ça la top attitude, que tout le monde doit connaître. Hein. C'est les principes clés de top autour du Lean. Hein. C'est de connaître le rôle de chacun dans cette démarche. C'est aussi de mettre en main des bonnes pratiques tournées vers les 5S, vers l'efficience sur les postes de travail, etc., qui sont autant de choses que chacun doit maîtriser. Ensuite, on a notre boîte à outils qui permet, là, qui est plutôt à destination des Black Belt et des Green Belt. Hein. Chronopost appelle chez eux des champions et leaders, permettant de mettre en place des chantiers d'amélioration, donc de niveau Black ou de niveau Green Belt. Donc on a la structuration d'un chantier type d'amélioration avec les phases du DMAIC et les outils Lean et ou Lean Six Sigma qui ont été personnalisés dans le cadre de cette deuxième partie. Puis une troisième partie dans cette boîte à outils, où là on est plutôt sur le pilotage et les managers, hein, les sponsors, donc du coup. Donc ce sont des outils de pilotage de la performance, axés sur la supervision active, sur la validation des chantiers et des gains,
Donc le rôle des sponsors est, dans cette, est défini, on va dire, et packagé dans cette boîte à outils de top pilotage. Voilà, donc je souhaitais terminer sur cet exemple et je vais, avant de répondre aux questions, simplement préciser le cadre global de l'offre conseil d'XL. La démarche Excellence Opérationnelle Group constitue un petit peu le haut de la pyramide, puisqu'on travaille sur l'accompagnement du changement, sur le pilotage, sur de la formation. Mais on peut également descendre sur le terrain, évidemment, pour mener une démarche de transformation globale sur des sites plus opérationnels, de 200 personnes. On peut également accompagner les managers dans le cadre de coaching managérial et puis faire de conseils Six Sigma sur l'analyse statistique, tout ça au niveau local, avec une approche de pilotage groupe. Voilà, je suis prêt maintenant à répondre aux quelques questions clés que vous pourriez avoir. Et je vous remercie en tout cas de votre attention. Oui, donc une première question, Jean-Christophe. Y a-t-il des prérequis pour mener une telle démarche? Alors, le prérequis, c'est, on va dire, l'envie de l'équipe de direction. C'est-à-dire que, clairement, aujourd'hui, si on n'a pas de moteur externe ou interne, et tout dépend qui pose la question d'ailleurs, si c'est un dirigeant ou si c'est une personne méthode, on va dire. Donc si on n'a pas de relais managérial, ça va être compliqué de faire passer un certain nombre de messages. Donc le prérequis, c'est d'avoir déjà une volonté, un déclic au sein au moins dans des membres de l'équipe de direction, alors idéalement le président, d'engager cette démarche-là. Il a pu en entendre parler via ses confrères, via la presse, via les médias, etc. Et ou avoir eu une propre expérience personnelle là-dessus précédemment dans une autre entreprise et enclencher cette approche-là. Donc le prérequis, c'est déjà une accroche managériale existante dans l'entreprise. Voilà, il y en a d'autres, c'est notamment, on va dire, une culture qui est en place, une culture de l'amélioration qui existe déjà. Alors, ce n'est pas forcément un prérequis absolument indispensable, mais si on a déjà des modes projet qui existent, si on a déjà un fonctionnement transverse qui existe, on va déjà gagner du temps pour la suite. Mais le point essentiel, c'est la première accroche managériale. D'accord, merci. Concernant une petite question concernant la différenciation entre le coaching managérial versus le coaching de chantier par les green et black belt. Tout à fait. Oui, c'est une très bonne question. Donc le coaching de chantier, clairement, on descend, on est en appui des green belt et des black belt sur leur projet. On va les aider, alors soit à animer, parce qu'on a une vraie difficulté d'un black, par exemple, à animer son chantier. Donc là, on descend sur le terrain pour animer les chantiers d'amélioration de la performance. Ça peut être des chantiers d'optimisation de flux, ça peut être des chantiers 5S, ça peut être des chantiers d'efficience de poste, voilà. Et l'objectif, c'est effectivement de mettre en place sur les chantiers courts, qui sont en général sur du 5 jours, chantier physique, avec de la préparation et du suivi, mais de descendre sur le terrain en appui avec les black belts. Ça peut être aussi d'être un peu en parallèle des black belts pour simplement répondre à leurs questions, leurs préoccupations, voilà. On a un appui des chefs de projet. Le coaching managérial, on est sur l'appui auprès des managers pour installer les rituels de management, les pratiques de supervision active, les pratiques du pilotage de la performance, et qu'aux différents niveaux de management d'entreprise, on définisse le système de pilotage, on le conçoive dans une deuxième étape, et on le met en place et on le suit, en le coachant les managers, pour s'assurer que le système de pilotage est efficace, très réactif, tourné vers la performance, et permet de vraiment régler les problèmes sur le terrain. Et actif dans le sens où anticipatif. On n'est plus sur regarder un rétroviseur, mais plutôt regarder le pare-brise avec les bons indicateurs de performance qui donnent de la visibilité et permettant d'anticiper les dysfonctionnements et la performance des flux. Voilà, donc on est sur deux domaines différents. L'un projet avec le coaching des chantiers, coaching projet et chantier, et l'un sur le coaching managérial pour installer la culture de l'amélioration continue et le pilotage de la performance auprès des managers.
Par rapport à un effectif total d'un groupe, quel Oui. pourcentage de salariés doit être formé à l'excellence opérationnelle pour garantir la réussite de cette démarche? Oui, alors c'est une vraie fausse question. Je m'explique en fait. Le risque, ce serait justement de fonctionner en pourcentage de salariés. Si on fonctionne en pourcentage de salariés, il faut absolument avoir des chantiers qui alimentent ce pourcentage. Par exemple, vous avez 1000 personnes, vous avez 10% de salariés formés, donc vous formez 100 personnes. Que vont faire ces 100 personnes? Que vont faire ces 100 personnes? La vraie question, c'est de dire, est-ce que j'ai des chantiers et des projets d'amélioration? Ça, c'est le préalable. Et je vais former mes relais et mes compétences en fonction de mes besoins. Donc, il vaut mieux avoir cette réflexion-là de dire, j'identifie des problématiques, des chantiers, des projets d'amélioration, et je forme ensuite par rapport à l'ampleur que je veux donner à la démarche. Et là, effectivement, j'ai un nombre de personnes clés à former, plutôt que de fonctionner avec un pourcentage de ressources, mais qui ensuite ne sont pas alimentés par des besoins et des projets, et qui ne mettent pas en application leur chantier d'amélioration par la suite. Donc ça, c'est une vraie difficulté d'efficience en quelque sorte de la démarche elle-même. Hein. Si je forme, c'est que j'ai une feuille de route, c'est que j'ai des chantiers et que j'ai des personnes qui vont être actives. Alors maintenant, pour répondre un peu plus précisément, pour que ça fonctionne et pour que ce soit vraiment ancré durablement, on a un coordonnateur en responsable d'amélioration continue groupe, excellence opérationnelle groupe, hein, qui est Black Belt ou Master Black Belt, et on a un Black Belt par département. Ce Black Belt-là va être chargé de déployer la démarche au sein du département, le responsable groupe permettant de donner de la cohérence globale, et chaque Black Belt au sein du département, et là ça va dépendre effectivement des difficultés, des préoccupations, va avoir un réseau de Green Belt, mais qui va être rapidement actif. Hein, voilà. Par exemple, chez Chronopost, au sein de la direction des opérations, qui regroupe 80 agences, on a un peu plus de Green Belt qu'au sein de la DRH, qui regroupe une vingtaine de personnes. Voilà. Donc la proportion, je ne veux pas forcément la donner parce que je préfère fonctionner par les besoins, en fonction des besoins et en fonction de la volonté des sponsors et de l'engagement des sponsors, plutôt que par une équation mathématique et un pourcentage. Mais on est à un moment donné amené à le calculer par rapport à la masse des projets à traiter. Merci. Donc, le temps imparti pour cette réunion arrive Oui. à sa fin. Je te propose de te donner une dernière question qui te permettra, je pense, de faire la synthèse et de conclure. Et oui. ensuite, nous répondrons individuellement aux questions à l'issue de la web formation. Les slides et le replay seront également disponibles à J+8, donc vendredi prochain. Nous ne manquerons pas de vous adresser le lien. Donc la dernière question est une question posée par Anne-Marie, qui constate que cette démarche est merveilleuse, mais quel type d'échec, quel échec peut-on rencontrer? Oui, les risques. Voilà, échecs, risques, comment les expliquer et à la limite les éviter? Oui. Alors, effectivement, c'est une très bonne remarque. Ce que je vous ai présenté pendant une heure, c'est pour réussir une démarche excellence opérationnelle durable, voilà ce qu'il faut mettre en place. Donc, par contre, on peut être amené à intervenir dans des entreprises qui sont en situation d'échec et d'analyser les causes de ces échecs. Une des causes d'échec, c'est l'absence de portage managérial. Ça, c'est un point qui est évident et qu'on constate bien trop souvent. Le portage managérial, c'est qu'on a une démarche qui est plutôt outil, qui est plutôt réseau de compétences des chefs de projet, mais sans ancrage avec les enjeux des managers qui, eux, ont leurs objectifs business, qui fonctionnent de leur côté, et qui voient effectivement des chantiers d'amélioration, mais sans forcément qu'ils soient connectés à leurs préoccupations. Ça, c'est un premier risque, c'est l'absence de connexion par rapport aux enjeux à implication managériale. Deuxième risque, c'est de voir cette démarche-là comme étant des petits outils que l'on va déployer de temps en temps, donc comme étant une boîte à outils, on va dire, avec quelques chantiers. Donc on obtient des progrès assez rapides, mais on n'a pas la dimension culturelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas la dimension
descendre auprès des managers terrain pour piloter la performance et faire passer cette culture-là. Donc, non seulement l'ancrage stratégique avec les enjeux, mais également le fait de l'absence d'ancrage, mais également le fait de voir cette démarche comme étant une simple boîte à outils que l'on va utiliser en fonction des besoins est un véritable risque. La troisième difficulté, c'est de vouloir aller trop vite. Le troisième risque, c'est de pouvoir aller trop vite, c'est-à-dire de fonctionner en rouleau compresseur et de dire, voilà, on va mettre la pression, on va mettre des objectifs de performance trop ambitieux, on va former 450 personnes sur les 5000 personnes, et il faut qu'ils obtiennent des résultats en un an. Et pour le coup, la rapidité n'est pas synonyme d'efficacité dans ces cas-là. La rapidité est en tout cas la hauteur de la marche à franchir. Il faut avoir des gains rapides, mais il faut aussi fonctionner d'une façon progressive parce qu'on travaille sur de l'acculturation et de l'accompagnement du changement. L'accompagnement du changement ne se décrète pas, elle se vit par l'implication des collaborateurs dans les chantiers et elle se démontre. Et si on doit aller trop vite dans ce type de démarche, avec des ambitions trop hautes, à un moment donné, on risque de démobiliser les équipes. Donc ça, c'est le troisième risque. Il y en a d'autres, mais je pourrais vous les développer. Le quatrième risque, c'est d'avoir une communication qui est uniquement centrée sur les gains financiers. C'est-à-dire qu'on utilise la démarche excellence opérationnelle uniquement dans un but, et affiché comme tel, de réduction des effectifs et d'obtention de réduction des coûts et d'obtention de gains financiers. Certaines entreprises l'ont fait, la démarche n'a pas duré très longtemps. Parce que effectivement, c'est compliqué d'avoir une adhésion des collaborateurs si l'axe qui est affiché est la réduction des effectifs et des équivalents temps plein. Voilà, donc après, on est amené à retravailler avec eux sur le repositionnement, mais les dégâts sont quelquefois faits. Voilà, donc il faut plutôt fonctionner sur l'amélioration des conditions de travail, l'amélioration des délais, l'augmentation de la capacité de production des personnes, alors qu'on est souvent dans des situations où on doit gérer le stress, on n'a pas le temps, on a noyé, on fait des horaires pas possibles, etc. Donc le Lean va permettre l'excellence opérationnelle de Lean va permettre de dégager plus de temps, de se concentrer sur la valeur ajoutée, d'améliorer sa performance, d'améliorer ses conditions de travail et de réduire le stress. Et c'est là-dessus qu'il faut faire passer les messages. Voilà, sur la réponse à cette question. Jean-Christophe, merci beaucoup pour cette animation. Merci à tous pour votre participation. Donc, nous vous un grand merci à tous. Voilà, nous vous donnons rendez-vous courant mai pour une prochaine webconf qui sera dédiée, je crois, aux certifications de compétences et de connaissances en lien avec l'université Lean Six Sigma. Vous retrouverez l'ensemble de nos actualités et événements sur notre site internet www.xl-group.com. Bon week-end, merci à tous. Au revoir. Bon week-end et merci à tous. À très bientôt. Au revoir.